Donc, je ne sais pas si ceux qui étaient tous là, il y avait beaucoup d'informations que je vous ai partagées dans mon premier atelier. Et on disait, qu'est-ce qu'on disait? Le taux de validité n'était pas très bon, un taux de 40%, et j'avais inséré des erreurs par exprès. Et je vous avais demandé de réfléchir à pourquoi pourquoi est-ce que les choix que j'avais faits étaient pas nécessairement bons? Est-ce qu'il y avait un problème au niveau de l'architecture? Pourquoi j'avais fait tant d'erreurs en fait en guise d'exercice? Est-ce qu'il y a des participants qui auraient une idée à nous proposer de la raison pour laquelle on avait ces problèmes de validité? Je donne quelques instants. Donc, si personne répond, je vais moi-même partager la réponse. En fait, c'est que le problème principal, c'est qu'on perdait l'aspect deux-dimensionnel, donc bidimensionnel, qu'on essaie de transformer, de passer en une colonne unilatérale, univectorielle, et on utilisait plutôt comme les points de connectivité locales, par exemple, si on prend la photo d'un visage. Évidemment, les yeux sont près du nez, mais c'est sûr que si on transforme ça en vecteur unidimensionnel, on perd toutes ces informations. Donc, ça peut être un peu difficile, en fait, pour un modèle d'apprendre ce genre de données. C'est comme détruire des informations, en fait, quand on fait ça. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on veut travailler avec une image bidimensionnelle afin d'éviter ce genre d'erreur. Donc, des gens très intelligents ont créé ce qu'on appelle les réseaux convolutionnels, pardon. Donc, les trois nouveaux concepts principaux qui viennent avec ce genre de modèle convolutionnel. Donc, premièrement, ce qu'on appelle le sparse commutativity. Donc ici, on voit ici que toute cette couche, elle est complètement connectée à travers toutes ces couches. Donc, on voit que ça crée énormément de liens et on pourrait clairement voir que la plupart ne seraient pas nécessairement importants. Donc, l'idée, c'est de réduire ce nombre de connexions pour qu'il y ait juste, peut-être, par exemple, on pourrait faire ça en choisissant juste une partie de l'image. C'est ce qu'on fait avec les réseaux convolutionnels. Et aussi, ce qu'on aimerait, c'est que les paramètres puissent se partager entre eux. Donc ici, on voit que chaque donnée à l'entrée reçoit le poids de tous ces éléments. Mais si on se pose la question, si on voulait créer un algorithme pour détecter les visages, est-ce que je devrais créer un ensemble de paramètres différents pour chaque visage ou de créer un ensemble qui serait capable universellement, qui serait capable de détecter tous les visages? Donc évidemment, le deuxième serait beaucoup plus simple et plus facile et plus logique. Le troisième concept, donc ce serait la représentation d'équivariance. Par exemple, si on prend encore la détection faciale, donc l'algorithme ne devrait pas changer en fonction de bouger le visage du visage qui soit vers la gauche, vers la droite. Donc, il devrait être en mesure de traduire tout ce qui se passe au niveau de la translation. Donc, l'idée, quand on fait tout ce qui est convolution, qu'on appelle convolutionnel, c'est de travailler avec ce qu'on appelle un filtre. Donc, comme le dit le mot, c'est quelque chose qu'on va appliquer, en fait, sur une image en passant du coin en haut à gauche, du coin en bas à droite. Et le filtre, son rôle, c'est ce qu'on appelle de faire le côté de convolution. Donc, on peut penser, si on n'est pas familier avec le terme de convolution, ce serait comme une matrice de multiplication. Donc, le taux et les paramètres qui se retrouvent dans le filtre multipliés par le nombre de pixels qui se retrouvent dans l'image. Donc, on le fait traverser à travers tous les pixels et les sommes qu'on retrouve dans la matrice et les pixels qu'on retrouve, les pixels voisinants, dépendamment de la taille du filtre. Comme vous l'avez probablement deviné, on voit ici que ça ici, celui du milieu, c'est une matrice 3 par 3, c'est un hyperparamètre. On pourrait évidemment choisir autre chose. Donc évidemment, quand on glisse le filtre de cette façon, qu'on fait une translation, en fait, c'est qu'on crée une image qu'on va appeler un feature map. C'est comme un nom cool
pour représenter à l'interne, en fait, de ce que le modèle, ce qu'on apprend à travers notre modèle, en fait. Donc, en fait, pour les réseaux neuronaux convolutionnels, le but, c'est quoi, en fait? C'est d'être en mesure d'apprendre des représentations plus avancées qui vont nous permettre de représenter, en fait, plus en détail, de façon plus précise, les différents détails d'une image. Si on regarde, par exemple, la photo de cette auto, on pourrait commencer par trouver, bon, où se trouvent les couleurs, où sont les contours. C'est très de base, hein, comme vous pouvez voir. On voit que la feature map, elle est très de base. Si on lui ajoute des couches convolutionnelles à chaque fois, l'une par-dessus l'autre, on crée des modèles plus complexes et éventuellement, on sera en mesure de détecter, par exemple, les roues, les fenêtres de la voiture. Donc, ce qu'il faut être en mesure de faire, c'est simplement l'empilement, ce qu'on appelle le stacking. Donc, je voulais vous montrer, en fait, justement, le mouvement du filtre avec l'aspect convolutionnel. Et un autre aspect que je voulais vous présenter, c'est ce qu'on appelle le max pooling. Donc, pourquoi on fait ce genre de pooling? On le fait pour deux raisons. Donc, on veut maintenir une dimension, en fait, plus de base, en fait, avec nos modèles. Donc, évidemment, on ne veut pas que ça devienne, quand on fait le pooling, on veut garder la base, on ne veut pas que ça se complexifie, ce n'est pas nécessairement ce qu'on cherche. Donc, on va vouloir, en fait, ce qu'on va faire avec le max pooling, c'est qu'on va se concentrer sur les caractéristiques qui sont les plus fortes, comme on avait fait avec ici le core, en fait, la matrice centrale, et on va en fait, on recrée, en fait, une plus petite représentation de la plus grande grille qu'on avait vue ici avec la matrice centrale. Ce que j'ai oublié de mentionner aussi, on va avoir des fonctions d'activation qui vont sélectionner quelles caractéristiques à travers de la feature map qu'on veut garder pour les couches subséquentes et lesquelles on voudrait éliminer, en fait. Par exemple, si on a une photo d'une voiture, il y a peut-être des roues. Mais si on a une photo d'un oiseau, évidemment, il n'y a pas de roue, donc on ne voudrait pas activer ces caractéristiques. Donc, ce qu'on va faire à cette étape-ci, ça va être d'empiler les différentes étapes ici, de convolution, de pooling, de feature maps, pour délimiter, en fait, les éléments qu'on veut détecter. Donc ici, on avait comme, à la dernière étape, c'est que on va avoir une couche qui est complètement connectée, comme on disait au début, avec toutes les notes qu'on souhaite garder, en fait. Et comme on fait par exemple avec Cipher, où on a comme une catégorisation multifactorielle. Donc ici, on glissait le filtre sur l'image. Qu'est-ce qui va se passer peut-être quand on arrive au côté, en fait, aux extrémités de l'image? Donc là, il touche au 6. Qu'est-ce qui arrive si je le glisse au-dessus du 3? Donc c'est pour ça qu'on a un concept qui s'appelle le padding. Donc c'est comme rajouter une couche, hein? Donc, on peut choisir de ne pas aller sur le 0, par exemple, si ce n'est pas valide, mais on peut choisir où on va rajouter une couche de padding, en fait. Si on choisit, en fait, de faire un padding plus grand que l'image initiale, évidemment, on va voir qu'on se retrouve avec un résultat qui est plus grand que l'image initiale. Donc, c'est subjectif, on choisit, en fait, ce qui est mieux pour notre projet. On se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'hyperparamètres avec les réseaux intraneuronaux convolutionnels. Donc, juste pour clore, en fait, cette introduction au CNN avant de passer au code. Donc, CNN est bon pour trois aspects principaux. Donc, ce serait de localiser certains pixels et de localiser où sont les limites et les différents contours, par exemple, et comment nous permet de comprendre une image.
le deuxième élément, l'aspect, quand on dit stationary. Donc ici, on voit que il y a des roues ici. Donc, on veut être en mesure de représenter de façon continue la compréhension que notre modèle a à repérer, par exemple, les roues dans cette image. Et troisièmement, on veut être en mesure d'en prenant des modèles de représentation de base, être en mesure d'analyser de façon plus précise et plus spécifiée, de plus haut niveau, en fait, grâce à notre modèle, avec les différentes compositions dans notre image. Donc, on va utiliser GPU pour la prochaine étape. Si vous connaissez Colab, vous pouvez utiliser GPU gratuitement. Donc, j'utilise, si vous allez dans les paramètres Notebook, vous avez l'option pour l'accélérateur du hardware et j'ai choisi GPU parce que je n'étais pas sûre je n'étais pas certain si je pouvais utiliser le TPU. Donc, avec PyTorch, je n'étais pas trop certain si on pouvait utiliser TPU, donc j'ai choisi le GPU simplement. Donc, vous pouvez y accéder ici directement à travers le Google Colab. Donc, je vais faire ces différentes importations ici que j'ai nommées dans les fonctions. Donc, Torch, Torch Vision, NumPy. Tout ce que je vous ai montré un peu plus tôt, ça devrait aller. Donc, on devrait voir que le GPU se transforme à true, à vrai, et ça le fait, oui. Donc, j'ai choisi une architecture relativement simple. Donc, de nos jours, on voit que l'architecture est beaucoup plus complexe de nos jours. Ici, j'ai fait ça de façon plus simple, avec 5 couches. Et on utilise des valeurs qui sont assez sûres, qui n'ont pas nécessairement la disparition de gradience, par exemple. Ce qu'on voit souvent quand on fait de l'apprentissage profond, on peut voir que les différentes gradiences peuvent s'effacer au fur et à mesure qu'on avance. En fait, surtout si notre réseau est très, très large, très vaste. Donc, la gradience initiale, plus on va traverser les couches, plus elle va s'effacer, diminuer, en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle on va utiliser la fonction Value Activation. Donc ici, on va simplement faire une couche convolutionnelle ici avec la première étape. Donc comme on utilise les 3 canaux de couleurs en rouge, vert, bleu, on note ici le 3 et on va transformer le tout en 32 données à la sortie. J'ai mentionné la fonction padding tout à l'heure. C'est comme un rembourrage, on va placer autour de l'image. Ici, kernel, c'est notre matrice centrale. Et stride, c'est le mouvement que l'on offre à notre filtre à chaque fois. C'est assez commun, on a choisi d'utiliser la valeur 1. Et je vais utiliser la matrice centrale 2 par 2 avec la fonction maxPool. Donc, je crois que c'est tout ce que j'ai utilisé comme données au niveau pour le côté convolutionnel. Et à la fin, on va le connecter à Softmax pour être en mesure de créer une classification multifonction. Je vais regarder au niveau des questions. Est-ce que tu connais quel GPU tu utilises? Peut-être que certains d'entre vous le savent. Je ne suis pas certain quel GPU le Google Colab utilise. Pourriez-vous expliquer ce que veut dire le stride et le padding encore? Donc, le padding, ce qu'on appelle traduction libre de rembourrage. Quand on se retrouve sur le côté ici, on doit déterminer de combien on va dépasser l'image, en fait. Donc, on doit déterminer de combien de cases on va dépasser l'image. Donc, c'est ce qu'on appelle le padding, en fait. Stride, ce sera le nombre de cases par laquelle on bouge, pour s'assurer qu'on ne saute aucune pixel. C'est la valeur du mouvement, en fait.
Donc, je lance celui-là. Et donc, je vais cette fois-ci lancer aussi l'ensemble de données train qu'on a dit et le train loader, la fonction train loader qu'on a mentionné tout à l'heure. Je vais les faire rouler en même temps. Comme cette fois-ci, j'utilise le GPU, je dois m'assurer que mes modèles et mes données suivent en fait soient utilisés à travers la mémoire de GPU. Et je vais utiliser simplement la fonction CUDA que j'ai surlignée ici. Et je vais le transformer en GPU en utilisant la fonction CUDA. Et je vais utiliser la même fonction de perte ici, last function, cross entropy loss, en utilisant aussi la fonction d'optimisation que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, j'ai utilisé le niveau de validité. On veut juste calculer les prédictions. On veut vraiment juste calculer et noter les prédictions qui nous donnent le bon résultat, en fait, en fonction du nom correct de la catégorisation qu'on cherchait, en fait. C'est ce qu'on veut qu'il nous illustre. Donc, ce que je veux savoir cette fois-ci, qu'est-ce que sera ma perte de validité, ma perte au niveau de l'entraînement du modèle. Et on voit aussi qu'on a des fonctions d'aide ici, des helpers, qu'on peut inscrire. Donc, l'idée principale ici, on doit repasser chaque ensemble avec la fonction validation loader. Donc, si vous n'aviez pas compris un peu tout à l'heure, on peut préciser en fait la taille de nos groupes, de nos ensembles. Moi ici j'avais mis 10, mais vous pouvez le spécifier autrement. Il y a beaucoup de gens qui utilisent la puissance 2, par exemple 32, mais dans ce cas-ci, je vais utiliser 10. Antonin nous répond par rapport à ce que GPU utilise, c'est le Tesla K80. Donc, quand vous utilisez cette fonction de data loader, ça vous lui donnez en fait la taille de l'ensemble que vous voulez, du groupe. Et par processus itératif, il ne va pas vous donner juste un point de données, il va vous en donner 10 parce que c'est ce que j'ai spécifié ici. Dans cet ensemble ici, on va avoir, dans ce groupe, on va avoir 10 éléments ici. Donc, si on passe aux étapes de validation, qu'est-ce que je fais? Tout ce que je fais, en fait, c'est que je demande au groupe, à l'ensemble de me donner les images et les identifiants, les différentes étiquettes qui ont été produites pour les images. Donc, ce qu'on va retrouver, c'est une fonction tuple qui est peut-être nouveau pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais travaillé avec Python. C'est simplement un tuple, c'est une dimension, une image interdimensionnelle. Donc ici, comme notre modèle est sur le GPU, je dois aussi faire bouger ces images pour les passer au modèle, avant de les faire passer au modèle vers GPU, je dois entrer la fonction CUDA, C-U-D-A. Même chose pour le modèle, je dois aussi passer la fonction print CUDA et dois ensuite utiliser la fonction cross entropy pour les calculs au niveau des pertes. Donc cette fois-ci, j'utilise la fonction torch parce que j'ai pas envie que ça fasse partie en fait de tout mon graphique en fait. Je veux juste savoir quelle est la perte en fait. Et ensuite, je vais appeler la fonction de validité que j'ai fait tout à l'heure. Et à la fin, je vais avoir ici une suite avec validité, la perte et les prédictions. Et en fait, finalement, je ne veux pas une série, je veux juste une valeur. Donc, je vais juste demander à la médiane de se présenter ici. Mean.
qui va nous être offert par PyTorch, plutôt que d'utiliser les différents means comme NumPy mean. Parce que si je passais par le NumPy, il va falloir que j'aille trouver la version du tensor de NumPy. Donc, je vais simplement m'en tenir à la valeur mean ici de l'écosystème à travers la fonction TorchStack. Ici, la variable, on voit que ça fait partie de la liste Python. Et donc, PyTorch ne va pas aimer ça comme ça, donc je dois en fait le convertir à travers la fonction batchLoss. Ici, j'aimerais ça vous le montrer, mais ce serait comme une liste de tensors de dimension 1 que je vais empiler les uns par-dessus les autres et simplement calculer la fonction mean, en fait, la médiane. Et je vais accéder à l'élément que je vais appeler item qui se retrouve à l'intérieur du tensor. Et ce qu'on va appeler ici la validation époque pour créer une estimation. Donc, c'est pas mal tout. Je pourrais aussi vous mentionner, parce que je disais ici avec le F que vous voyez ici, comme ici, je fais qu'une évaluation, j'ai pas envie qu'il y ait autre chose qui modifie mon graphique, parce que je veux simplement évaluer ce qui se passe au niveau de l'estimation. Donc ici, je lui précise que je veux la fonction de modèle d'évaluation parce que je n'ai pas envie qu'il change la gradience ou quoi que ce soit qui affecterait mon graphique. Et finalement, je vais bâtir en fait cette boucle d'apprentissage. Donc j'ai créé 10 boîtes ici, mais c'est sûr que j'aurais pu en créer plus. Ça prend un peu plus de temps peut-être parce qu'il est en train d'être écrit les données. Donc ça a fonctionné. Je vais faire celui-là maintenant. Donc, je demande juste qu'il garde l'historique après chaque époque. Je vais lui demander un historique des différentes suites et qu'il me présente le résultat de l'évaluation, qui est ce que je viens de vous expliquer en fait. Peut-être que je peux vous expliquer cette partie ici en nommant la fonction énumération ici. Donc, c'est le paramètre que j'ai donné aussi à la taille de l'ensemble, en fait. Je vais avoir un ensemble de 10 données. Je ne sais pas, je ne connais pas la taille exacte de l'ensemble de données, mais si c'était par exemple 100, et il ferait le tour 10 fois, 10 fois 10. Donc, je vais retrouver, en fait, on va me présenter la perte à la fin de chaque ensemble de 10 données. Donc, pour chaque ensemble, pour chaque groupe, je vais recevoir une perte qui va se trouver ici et dans la suite. Comme je veux que les pertes à l'entraînement, je dois le noter ici dans la fonction avec train losses et ajouter la fonction mean pour la médiane. Parce que je ne suis pas intéressée aux pertes de l'entraînement dans l'époque, mais plutôt dans chaque époque, juste pour savoir, en fait, c'est ce que je veux sauvegarder ici. Donc, on doit, encore une fois, utiliser l'optimisateur zériograde parce qu'on ne veut pas accumuler les gradients. Donc, on doit noter que le gradient sur chaque paramètre est de 0. Donc, on doit bouger, en fait, quand on parle des données à l'entrée, à travers CUDA pour les transformer, pour être applicables au GPU. Il faisait déjà partie du modèle CNN à la base avec les données à la sortie. Ils étaient déjà inclus dans le modèle GPU. Donc, on n'a pas besoin de s'inquiéter pour ça, mais à partir de ça, on va calculer nos pertes. Et on doit aussi, comme on avait fait nos pertes de fonction, on a fait la translation vers GPU. On doit aussi le faire pour les cibles ici, targets, dans la fonction CUDA. Donc ici, on a réussi à déterminer
et à identifier tous nos gradients et nos données. Et par la suite, ici, en utilisant la fonction last backward, PyTorch sera en mesure de calculer le total de pertes tout en gardant la gradience dans chaque ensemble d'éléments. Et dépendamment d'où on se trouve dans l'optimisation, le modèle sera en mesure de s'adapter à chaque étape. Donc ici, je vais lancer la boucle d'entraînement, vous allez voir. Donc, ce ne sera pas super vite, mais ça va être beaucoup plus rapide que si je n'utilisais pas le soutien GPU. Donc, il est encore à l'époque 1. Ça va peut-être prendre un peu plus de temps que prévu. Entre-temps, je ne sais pas si vous avez des questions. On approche la fin de cet atelier. Donc, on voit déjà, je ne sais pas si je vais pouvoir attendre jusqu'à la fin de tous les époques, mais notre validité est beaucoup plus précise que le premier modèle d'époque qu'on avait vu tout à l'heure ensemble. Donc, on peut voir que notre modèle est déjà mieux adapté à notre situation par rapport à notre modèle de base dans le premier atelier. Donc, je crois que ça conclut bien le tout. Je ne sais pas si j'ai passé trop vite en parlant des différents détails. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez surtout pas. On voit qu'on peut attendre la fin, en fait, de la production de ce modèle, mais on voit que déjà la validité vers la fin, après 10 époques, je voyais que déjà le taux de validité était passé à 75 versus 40 au départ. Est-ce qu'il y a des questions?